Tout d'abord, je souhaite rappeler que Serval puis Barkhane ont permis d'éviter que les djihadistes prennent le pouvoir ou qu'ils réussissent à établir un sanctuaire sur une partie du territoire malien, même si bien sûr les populations sont toujours exposées au centre du Mali à des violences endémiques, mais enfin il faut quand même se souvenir le premier résultat de cette opération, à savoir que l'intervention française qui s'est faite à la demande du gouvernement malien de l'époque, c'est toutes les choses qu'il faut savoir rappeler, a permis donc d'éviter que nous ayons en plein cœur de ce Sahel un pouvoir djihadiste qui aurait certainement influencé l'évolution politique, notamment du Maghreb qui est bien proche. Par ailleurs, cette opération Barkhane a, et ça a été du reste confirmé au cours des derniers mois particulièrement, a permis d'obtenir de très nombreux succès tactiques. Donc nos forces armées ont véritablement donné le meilleur d'elles-mêmes. Des cibles djihadistes de haut rang ont pu être neutralisées. L'effort supplémentaire qui a été accompli depuis le sommet de Pau a permis de porter des coups sévères à l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Et encore plus récemment, il faut pouvoir saluer les résultats remarquables qui ont été obtenus dans le cadre de l'opération Bourrasque. Troisièmement, il faut bien comprendre que ces opérations s'inscrivent dans ce que l'on appelle le temps long, c'est-à-dire que ce ne sont pas des opérations éclairs comme on a pu en vivre par ailleurs sur d'autres territoires. Et il est malheureusement fort probable que la poussée djihadiste reprendrait immédiatement en cas de départ de nos troupes, avec un risque de plus en plus fort de contagion vers le golfe de Guinée. Donc ce sont des résultats qu'il faut bien avoir en tête pour mesurer déjà les efforts accomplis, les situations que nous avons pu éviter, ce qui ne nous empêche pas de nous interroger et de se poser un certain nombre de questions auxquelles je voudrais venir maintenant. En effet, les raisons de ce caractère non pérenne de nos succès ne sont pas militaires. J'ai évoqué encore une fois les succès que nos forces ont remportés. Elles sont essentiellement, de notre point de vue, politiques et institutionnelles. D'une part, les progrès politiques dont dépend la résolution définitive de la crise sont loin d'être allés au même rythme que les avancées militaires. Or, tous nos collègues savent bien ici qu'il n'y a pas de solution militaire sans solution politique. L'accord d'Alger n'a été que très partiellement mis en œuvre. Et bien pire, nous sommes en quelque sorte revenus en 2013 avec le coup d'État militaire au Mali et un processus démocratique qui repart de zéro, ou en tous les cas qui départ assez lentement de notre point de vue. Et l'on sait qu'une des causes essentielles des difficultés que rencontre ce pays, c'est l'absence d'État. L'absence d'État dans de très vastes zones au nord et au centre. Et en l'absence d'État, évidemment, on prépare le terreau à toutes les formes de djihadisme qui se répandent dans la région. Par ailleurs, les forces locales, les armées locales, et notamment celles du G5 Sahel, malgré un courage indéniable et magnifique, et malgré les pertes énormes que ces forces subissent, sont encore loin, on est là pour se dire la vérité, sont encore loin de prendre la relève de nos soldats pour affronter les djihadistes. Certes, l'armée malienne a progressé, l'armée tchadienne montre depuis bien longtemps son courage. La force conjointe du G5 Sahel prend lentement ses marques. Quand on a eu l'occasion d'y aller, on a vu et des efforts conséquents ont été encore accomplis depuis. Mais on sait très bien que là encore, on n'est pas exactement au niveau qui permettrait de substituer ces forces locales à la présence française. Tout ceci n'est malheureusement pas suffisant. D'un autre côté, le soutien de nos alliés, là aussi, on va dire les choses telles que nous les pensons ici. Le soutien de nos alliés n'est pas non plus celui que nous espérions et qu'à de nombreuses reprises nous avons quémandé. En particulier, la création de la force Takuba a constitué une avance certaine. C'est une avance certaine et c'est bien car c'est aussi un embryon d'une Europe de la défense que l'on évoque et au moins une prise de conscience d'un certain nombre de pays européens que la sécurité, c'est pas simplement de surveiller la Russie d'un œil, mais que ce qui se passe au sud est aussi tout aussi inquiétant. Mais
disons les choses, les partenaires européens qui veulent nous rejoindre ne se bousculent pas. Et si je compare le chiffre des forces présentes à nos côtés et le fait qu'en Europe, on a 2 millions d'hommes et de femmes sous statut militaire, vous voyez la différence. Et on se sent parfois un petit peu seul, même si, encore une fois, il convient de saluer les efforts, et personnellement les efforts que vous avez faits, Madame la Ministre, pour attirer dans ces opérations à la fois des matériels, des équipements. Je pense aux hélicoptères danois et les hélicoptères chinook aussi anglais, les nouveaux contingents suédois, tchèques, etc. qui arrivent. Tout ceci va dans le bon sens, mais j'allais dire que le gros de l'effort est quand même consenti par les forces françaises. Enfin, et c'est un autre sujet dont la Commission a la responsabilité, cette fameuse approche 3D, diplomatie, défense et développement, reste pour l'instant, de notre point de vue, très incantatoire. Le développement est d'ailleurs très lié à la bonne gouvernance, qui, il faut bien le dire avec des mots choisis, reste souvent un vœu pieux. Et donc, Madame la Ministre, nos interrogations tournent autour de ces problématiques parce que, et je souhaite le rappeler ici, nous n'oublions pas en ce qui concerne les parlementaires et notamment les plus anciens, dont je suis, que nous avons nous-mêmes une responsabilité dans la présence de nos forces. Nous avons voté la prolongation de 4 mois, et même si d'autres votes ne sont pas intervenus, mais celles et ceux qui ont voté sont donc quelque part responsables de la sécurité et de la présence de nos forces armées au Sahel. Alors, notre principale interrogation, elle sort de ces constatations. La fin de la crise du Sahel dépend in fine d'une évolution politique qui va peut-être mettre des années, pour ne pas dire des décennies, car certains experts nous disent que les affrontements dépassent très largement la naissance du djihadisme et ce sont des querelles qui sont ancestrales entre certains peuples, certains clans, certaines régions. Et donc, est-ce que pendant tout ce temps, nous allons devoir rester engagés dans les conditions actuelles, c'est-à-dire avec des milliers d'hommes, avec plus ou moins de 5000 hommes, vous allez nous le préciser. Alors certes, circule l'information selon laquelle le président de la République et vous-même allez décider de diminuer de 5 ou 600, enfin je ne sais pas les chiffres qui seront au final évoqués. Ça nous apparaît, j'allais presque dire, comme une mesure de management, mais ce n'est pas un objectif final. 5 ou 600 hommes, ce n'est pas ce qui change le destin des 5000 qui resteront. Et est-ce qu'il ne faut donc pas revoir nos objectifs politiques et nos objectifs stratégiques dans un sens plus réaliste et adapter notre dispositif en conséquence? Vous voyez, moi j'ai souhaité que cette audition aille au fond des questions et que ce débat vous soit utile. Parce que si c'est pour faire des constatations qu'on lit partout, nous on dit les choses telles qu'on les ressent. C'est une interrogation d'autant plus forte à la suite des événements récents, même si le sondage, comme tous les sondages, peut être contesté, discuté. Un récent sondage fait état d'une opposition désormais majoritaire des Français à l'opération, et les élus qui sont là et qui viennent de toutes sortes de territoires peuvent évoquer les questionnements. On le voit sur les réseaux. Que faites-vous là-bas? Rapatrier nos hommes. Enfin, on connaît bien, et vous les avez aussi, ces questions en écho. Et puis, il y a aussi la question très lourde du budget que cela représente. Hein. C'est plus qu'1 million par jour. Enfin, certains parlent de 2 millions, 1 million. En tous les cas, c'est une dépense conséquente pour le budget à un moment où, par ailleurs, nos forces ont évidemment besoin de moyens. Alors, nous aimerions, Madame la Ministre, que vous puissiez revenir sur cette question des objectifs politiques de cette opération, même si nous avons bien conscience qu'il relève aussi pour une bonne part de l'action diplomatique de la France et des initiatives du président de la République lui-même. Mais nous lions les deux débats, parce que sans ça, si c'est uniquement sur la constatation des efforts militaires, nous les saluons et nous leur rendons hommage et on trouve qu'effectivement ils font ce qu'il y a de mieux en la matière, mais encore une fois, c'est en termes politiques que cette opération doit trouver une solution. La décision de retrouver le niveau des effectifs d'il y a 1 an, qui semble déjà prise, ne semble pour notre part constituer à elle seule la stratégie. Et qu'est-ce qui va se passer si dans un an, le Mali n'a pas avancé d'un pas vers une solution politique globale? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on sera peut-être à plus de morts, plus de blessés, avec une classe politique malienne qui nous paraît assez étanche à la nécessité d'organiser plus sévèrement et plus radicalement la concertation et la réconciliation nationale. Car finalement, la problématique est bien cela. Et donc, la question que l'on vous pose, c'est
est-ce qu'au sommet de N'Djamena, dont on attend beaucoup, un certain nombre de conditions réelles vont être posées à nos partenaires, ou bien est-ce qu'on va rester dans cette espèce de sentiment selon lequel les dirigeants africains souhaitent que notre présence demeure, mais ils n'accomplissent pas eux-mêmes les efforts que l'on est en droit d'attendre de leur part pour assumer cette réconciliation nationale. Quant à la modification du dispositif, est-ce qu'on peut imaginer une forme de présence préservant nos intérêts à long terme tout en ménageant davantage la vie de nos soldats? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je le disais hier encore au général. Ouais, c'est très agréable de faire une audition dans ces conditions. Eric, vous pouvez voir ce qui convient. Est-ce que c'est une question très importante qui est beaucoup plus matérielle? Je pense que du reste, nos collègues y reviendront chargés de tout cela. Est-ce qu'en matière de sécurité, tous les efforts sont faits pour assurer à nos équipes qui partent, notamment dans ces convois meurtriers, enfin dans ces convois qui enregistrent le plus d'accidents, est-ce que l'on fait tout? Est-ce qu'on utilise les meilleurs matériels, les meilleurs blindages, hein? Et est-ce qu'il n'y a pas là un réexamen profond à faire pour qu'on utilise des matériels qui protègent au maximum, le risque n'est pas zéro, mais qui protègent au maximum la vie de nos militaires dont nous sommes collectivement comptables? Ici, un colonel important a plaidé devant nous pour un engagement moins visible. On connaît ses prises de position, quitte du reste à frapper plus fort si la menace dépasse à nouveau un certain seuil. On peut se poser également la question de notre présence au Tchad. Est-ce qu'un redéploiement ne supposerait pas de réactiver une forme d'opération épervier, puisqu'en fait, Barkhane a absorbé l'opération épervier? D'autres questions ne peuvent être éludées. Nos militaires, en particulier les forces spéciales, est-ce qu'elles ne perdent pas au Sahel l'expérience de la très haute intensité? Enfin, on est vraiment dans le creux de l'actualité d'aujourd'hui. Quelle sera de votre point de vue l'approche de la nouvelle administration Biden sur ces questions, puisqu'on sait très bien que on a véritablement besoin d'un appui tactique et logistique important de la part de nos amis américains. Voilà quelques questions, il y en aura certainement d'autres dans le débat. Merci encore une fois d'avoir accepté ce débat qui ne se veut absolument pas offensif à l'endroit du gouvernement et singulièrement pas à votre endroit, parce que je sais le combat que vous menez, à la fois pour la sécurité de nos troupes, vos visites fréquentes, les conditions d'information que vous êtes très informés de ce qui se passe. Mais je pense que le Parlement ne peut pas rester absent de ce sujet, parce qu'on peut se souvenir du syndrome qui avait frappé l'opinion publique au lendemain des tristes événements d'Afghanistan, où brusquement l'opinion a décroché et a quasiment exigé du président de la République de l'époque de se dégager de l'Afghanistan. Et donc là, on sait les conséquences que ça peut avoir. Moi, je dis souvent, regardez une carte géographique, regardez si jamais le Mali tombe, ce qui se passe tout autour. Or, tout autour au nord, c'est juste la frontière sud de l'Europe et de la France, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc voilà pourquoi, ensemble et dans la profondeur, j'allais dire, du débat, nous souhaitons poser des vraies questions, avoir vos éléments de réponse pour que ce débat du 9 octobre, auquel le président et la conférence des présidents qui s'est tenue tout à l'heure vient d'accorder exceptionnellement un droit de parole de tous les groupes. Donc on va avoir le débat habituel, c'est-à-dire les 16 questions à 2 minutes, enfin l'intervention de la commission, puisque c'est la commission qui a demandé le débat. Mais après, donc exceptionnellement, les groupes vont pouvoir s'exprimer avec un temps de parole, ce qui va permettre à chacun de vous donner l'écho de ce que pensent les sénateurs, qui, je le rappelle, vous ont toujours soutenu et ont toujours soutenu les initiatives du président de la République et du gouvernement quant à l'opération Barkhane. Et je précise juste avant de vous céder la parole que nous aurons une petite question qui n'a strictement, aussi du reste à avoir, concerne l'actualisation de la LPM, parce que finalement on n'a pas été informé de ce qui s'est passé au 31 décembre de cette année concernant le gel d'un certain nombre de crédits. Donc ça c'est en question diverses, si j'ose dire. Voilà, Madame la Ministre, je vous laisse la parole et puis après, comme nous en avons l'habitude, nous engagerons le débat. Le Président, voilà. Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi d'abord de vous renouveler tous mes vœux de bonne année et en cette première audition de cette commission. Je voulais moi aussi vous dire combien je considérais que cet échange sur l'opération Barkhane était légitime. Un an après le sommet de Pau, je crois qu'en effet, le débat est utile.
Alors, comme vous, Monsieur le Président, vous comprendrez que je ne puisse pas entamer cet échange avec votre commission sans rendre hommage à nos soldats qui consacrent et qui donnent leur vie à ce combat. Et je ne peux pas commencer sans évoquer les noms du sergent-chef Yvonne Huynh, du maréchal des logis Taneri Maori, du brigadier-chef Loïc Risser, du brigadier Quentin Pochet, du brigadier Dorian Issakagnan. 5 militaires morts pour la France, tombés pour nous protéger. 5 noms qui résonneront à jamais dans nos mémoires. Nous leur avons rendu hommage au début du mois de janvier à Thierville-sur-Meuse, puis à Haguenau, et je souhaite remercier ceux d'entre vous qui étaient présents pour leur rendre cet hommage. Le temps de l'hommage est infini. Et aujourd'hui, je crois qu'en effet, le plus bel hommage que nous puissions leur rendre, c'est d'expliquer au mieux quel est ce combat pour lequel ils sont tombés et quelle est cette mission en laquelle ils croyaient tant. Je ne suis pas sûre d'épuiser toutes les questions, Monsieur le Président, que vous avez posées dans votre propos liminaire, mais je sais que les questions ultérieures me permettront de compléter ma réponse. Je souhaiterais d'abord rappeler pourquoi nous sommes au Mali depuis 8 ans. Ça fait donc 8 ans que nous sommes engagés, et sur le papier, 8 années d'engagement, c'est conséquent. Et il ne faut donc jamais perdre de vue les raisons et les objectifs de cet engagement. Alors, je voudrais commencer par quelques faits simples que vous connaissez par cœur, mais qu'il me semble néanmoins indispensable de rappeler dans le cadre de cette audition. Pourquoi sommes-nous intervenus au Mali ? Parce que les autorités maliennes nous l'ont demandé. Parce qu'en 2013, alors que des colonnes djihadistes fonçaient sur Bamako, les autorités maliennes nous ont appelés à l'aide afin d'éviter, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la chute de leur État et son naufrage dans le terrorisme islamiste. Alors pourquoi, après 8 ans, sommes-nous toujours au Mali ? Parce que le Mali et ses voisins, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, nous le demandent toujours. Ce sont les vœux qu'ils ont renouvelés sans ambiguïté et avec vigueur au sommet de Pau il y a exactement 1 an. Parce que combattre le terrorisme au Mali et plus largement au Sahel, c'est la deuxième raison, c'est protéger les citoyens français et européens. Alors au Sahel, la France et ses partenaires ont 2 ennemis. Ils s'appellent Daesh et Al-Qaïda. Et à vrai dire, peu importe les acronymes et les noms exacts de leurs filiales locales, ce sont bien eux dont il s'agit. 2 multinationales du djihadisme qui n'hésitent pas à déstabiliser les États, à soumettre les populations et à cibler de manière indiscriminée les civils pour parvenir à leurs fins. Ce sont 2 multinationales djihadistes qui veulent aussi combattre la France et les Français partout où ils le peuvent, comme le prouvent toutes leurs publications, qui sont des publications haineuses, comme vous le savez. Et rappelons-nous que ce sont eux qui ont fomenté les attentats de Ouagadougou et de Grand Bassam en 2016, des attentats qui ont tué indistinctement des Français, des Européens et des personnes d'autres nationalités. Des Français qui étaient à la terrasse d'un café, qui étaient en vacances à la plage, ou bien qui étaient là, tout simplement, pour travailler. Des Français qui ont été froidement assassinés d'une balle dans la tête. Et voilà leur idéologie mortifère, infliger le règne du chaos et de la terreur. Au Sahel, donc, la France se bat contre des terroristes qui torturent et qui assassinent des hommes, qui violent des femmes et qui tuent des enfants. C'est ça la réalité. Et c'est pour cela que nous nous battons.
Si Daesh et Al-Qaïda s'emparent du Sahel, s'ils en font un sanctuaire, alors il y a un risque de les voir s'étendre du Sahel à toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi un risque de voir la région déstabilisée, devenir une sorte de base arrière de multinationales terroristes qui, par ailleurs, menacent publiquement notre pays. Une base arrière où il serait possible d'entraîner des djihadistes et de préparer de nouveaux attentats. On a d'ailleurs déjà vu ce que cela a donné en Afghanistan avant 2001, au Levant avant 2014. Et cela, c'est évidemment un risque pour la France et pour l'Europe. Nous ne voulons pas que le Sahel devienne une sorte d'académie du terrorisme. Et c'est parce que nos partenaires européens partagent pleinement cette évaluation qu'ils s'investissent chaque jour un peu plus au Sahel, chacun selon ses moyens, ses traditions ou ses pratiques. Cette mobilisation croissante de nos partenaires européens ainsi qu'internationaux a été accélérée, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, par le sommet de Pau, qui a été provoqué par le Président de la République il y a un an, alors que nous sortions d'une série de revers et d'attaques contre les armées maliennes et nigériennes. Ce sommet nous a d'abord permis de fédérer les volontés. Les pays du Sahel ont en effet exprimé leur adhésion et leur détermination politique à conduire ce combat avec l'aide de la France. Et depuis Pau, l'engagement des Sahéliens ne s'est plus démenti. Ce sommet nous a aussi permis de mobiliser la communauté internationale autour des enjeux sécuritaires au Sahel et de la nécessaire montée en puissance des forces armées locales, ce qui constitue aujourd'hui l'axe majeur de notre action. Je vais y revenir. Enfin, ce sommet nous a permis d'inscrire formellement notre action dans une stratégie globale qui se déroule en 4 temps. Ce sont les fameux 4 piliers du sommet de Pau. Lutter contre les groupes armés terroristes, renforcer les capacités des forces armées des États de la région, appuyer un retour de l'État sur tout le territoire et aider au développement. Car nous le savons tous, nous ne parviendrons pas à la paix si nous concentrons uniquement nos efforts sur les opérations militaires. Nous ne pouvons pas gagner une guerre comme celle-ci seulement, si je puis dire, en neutralisant les terroristes, car avec le temps, ils se régénèrent. Nous devons réussir à transformer les gains tactiques chèrement acquis sur le terrain en progrès politiques, économiques et sociaux. Car l'objectif de l'action militaire, c'est de préparer le terrain et de créer un espace pour l'action politique et pour le développement. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire 1 an après le sommet de Pau, les premiers résultats sont là. La situation s'est améliorée, je le dis évidemment avec une extrême prudence, mais néanmoins, nous voyons plusieurs signaux positifs qui doivent nous encourager. Et vous m'offrez, Monsieur le Président, la possibilité peut-être d'exposer un peu plus dans le détail certaines actions concrètes que nous menons. Je voudrais notamment revenir sur une initiative qui est née du sommet de Pau et qui s'appelle MENACA sans armes. C'est une initiative qui est menée conjointement par les forces armées maliennes, les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en 2015, ainsi qu'avec l'appui des Nations Unies et de la force Barkhane. Cette initiative vise à réduire l'insécurité dans la ville de Ménaka, insécurité que vous connaissez bien car il s'agissait jusqu'à récemment d'un bastion des terroristes dans la région des 3 frontières.
Concrètement, des FAMA, des forces armées maliennes, et des casques bleus patrouillent dans la ville. Et ils assurent une présence à la fois dissuasive et préventive. En ce début d'année 2021, la population, les autorités, les acteurs locaux et les partenaires sont unanimes. Les résultats de cette initiative sont encourageants. Et je vous livrerai juste une phrase d'un Malien représentant la société civile locale qui a déclaré à l'agence France Presse la chose suivante, ouvrez les guillemets. Avant, à Ménaka, les gens ne dormaient pas. Ils ne savaient pas à quoi s'en tenir. Maintenant, on arrive à dormir, même si la peur persiste. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots de la force Takuba qui a été lancée avec nos partenaires européens en mars de l'année dernière. Là aussi, on lit beaucoup de choses sur cette force et je voudrais profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour décrire peut-être plus précisément ce que fait cette force, comment elle est organisée, comment elle opère. C'est donc une force complètement nouvelle qui est composée de forces spéciales européennes qui est destinée à entraîner puis accompagner les forces maliennes dans leur combat contre le terrorisme. Alors concrètement, comment cela marche ? Il y a d'une part l'entraînement. Que faisons-nous ? Nous partageons nos savoir-faire, notre savoir-être, les actes réflexes d'un combattant avec les forces maliennes. Nous les entraînons à se déplacer, se protéger et réagir en cas d'attaque. Nous revoyons aussi le maniement des armes. Nous les formons au respect des règles du droit international humanitaire et du droit des conflits armés. Ce qui est plus novateur, c'est l'accompagnement au combat. En 3 temps, nous leur apprenons à planifier une opération, à la conduire sur le terrain et à en tirer une expérience, une analyse après action. Concrètement, nous combattons ensemble. Les Maliens avancent en binôme avec les militaires européens. Ils apprennent à utiliser le réseau radio, coordonner les capacités dont ils disposent, planifier les ravitaillements en eau ou en essence et évidemment engager une action de combat contre les terroristes. C'est donc une formation qui est conduite de bout en bout, du premier jour d'engagement jusqu'à l'épreuve du feu. Takuba, c'est aujourd'hui 8 pays européens partenaires mobilisés à nos côtés. La Suède, la République tchèque, l'Estonie, l'Italie, le Danemark, le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas. Et par ailleurs, il faut rappeler que nous sommes politiquement soutenus par l'Allemagne, la Norvège et la Grande-Bretagne. Alors, depuis le 15 juillet, Takuba est une réalité opérationnelle et a entamé sa mission auprès des forces armées maliennes avec un premier déploiement qui est franco-estonien, qui est composé d'une 50aine de militaires, 28 Français, 22 Estoniens. Et ce groupe franco-estonien a été engagé dans des opérations majeures, notamment les dernières que vous avez rappelées, menées par Barkhane à partir du mois d'octobre, et a, elle aussi, ou lui aussi, participé à la saisie de matériel des groupes terroristes. Le premier baptême du feu de la force a été réalisé, si je puis dire, il y a quelques jours dans la région d'Ansongo, près de la frontière du Mali et du Niger. La force en est sortie victorieuse et par ailleurs, le groupe franco-tchèque vient d'achever son déploiement et a déjà entamé son entraînement avec une unité malienne. Il sera d'ailleurs bientôt engagé à son tour en opération.
Quant au contingent suédois, il a également commencé son déploiement et il monte en puissance. Il sera composé d'environ 150 militaires. Il sera stationné à Menaka. Il comprendra 3 hélicoptères de manœuvre, un avion de transport tactique, un groupe de forces spéciales qui sera donc en mesure d'intervenir rapidement dans n'importe quel point de la région des 3 frontières, complété d'une équipe chirurgicale. Il sera au complet dans quelques semaines. Par ailleurs, d'autres contributions sont annoncées pour les prochains mois, notamment de la part du Danemark, du Portugal, de l'Ukraine, de la Grèce, de la Hongrie et de l'Italie, dont je voudrais préciser que son Parlement a autorisé en juillet le déploiement d'un contingent pouvant aller jusqu'à 200 militaires et 8 hélicoptères de manœuvre. L'Italie poursuit actuellement ses travaux de planification en vue d'un déploiement à partir du mois de mars de cette année. Takuba, vous l'avez compris, est et continuera d'être une priorité pour les armées en 2021, comme l'est la formation des forces armées sahéliennes. En effet, là aussi, je voudrais que nous nous remémorions quelques chiffres, car depuis 2014, ce sont 17 000 soldats du G5 Sahel qui ont été formés au combat par la force Barkhane, dont 6 000 au cours de la seule année 2020, c'est-à-dire 3 fois plus que les années précédentes. Alors, je ne vous ai pas parlé de la force conjointe du G5 Sahel, mais je suis certaine que nous pourrons l'évoquer dans le cadre de vos questions. J'en viens donc au mot de la fin. Au Sahel, la France n'a pas d'agenda caché. Nous avons un seul objectif, lutter contre le terrorisme, comme nous le faisons d'ailleurs au Levant. Alors, moi aussi, je lis la presse et je voudrais redire avec force devant votre commission que dire que la France est engluée dans une guerre sans fin est faux. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Avec nos partenaires internationaux, notre présence n'est certainement pas éternelle. Et nous ne resterons que le temps nécessaire pour que les forces armées de nos amis et partenaires sahéliens soient en mesure de mener ce combat elles-mêmes, et pas un jour de plus. C'est l'objectif vers lequel nos efforts collectifs convergent. Et comme le président de la République a eu l'occasion de le dire hier lors de ses vœux aux armées, je le cite, « Les résultats obtenus par nos forces au Sahel, conjugués à l'intervention plus importante de nos partenaires européens, vont nous permettre d'ajuster notre effort. » Nous aurons l'occasion de faire un bilan complet et détaillé de notre action lors du sommet de N'Djamena. Nous aurons l'occasion de discuter avec nos partenaires et nos alliés des orientations que nous souhaitons collectivement donner à notre engagement pour les mois à venir. Aujourd'hui, je crois que si nous disions aux Français que leur sécurité serait mieux prise en compte si tous nos soldats de Barkhane rentraient demain, si nous disions cela aux Français, eh bien je crois que nous ne dirions pas la vérité. Même si, je le redis haut et fort, notre présence n'est pas éternelle. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre attention et je suis évidemment prête à répondre à vos questions ainsi que celles que vous m'avez déjà posées. Merci, Madame la Ministre, pour cet exposé qui trace le cadre de notre réflexion et qui réaffirme un certain nombre de constatations sur lesquelles nous sommes d'accord, mais certainement on va aller plus loin.
Comme j'ai un nombre assez conséquent d'intervenants, on va faire 2 groupes pour que les choses restent quand même à peu près compréhensibles. Donc on va prendre 6 premiers intervenants. Cédric Perrin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous avez commencé vos propos en rendant hommage à nos militaires, aux enfants de la France qui sont tombés pour notre sécurité, mais aussi, vous l'avez rappelé, je pense que c'est important, pour la protection de l'Europe. À Thierville-sur-Meuse, à Haguenau, j'étais présent à vos côtés, j'ai vu beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, notamment de votre part. J'ai vu aussi le poids qui pèse sur vos épaules, mais aussi sur nos épaules à tous, et cela, évidemment, m'a beaucoup marqué. Et je voulais vous remercier pour les mots justes que vous avez eus à leur endroit. Madame la Ministre, je voulais évidemment aborder des questions plus matérielles, enfin qui ont plus attrait au matériel. Le 4 septembre 2017, aux universités d'été de la Défense à Toulon, suite à un rapport que notre commission avait rendu, vous demandant l'armement des drones, vous avez décidé de permettre cette évolution. Aujourd'hui, à Barkhane, l'usage des drones armés est un atout évidemment remarquable et salué de tous, à mon goût un peu trop caché, mais c'est ainsi, enfin en tout cas pas suffisamment mis en avant. Cependant, nous sommes loin d'une totale efficacité puisque l'autorisation de vol des 2 derniers systèmes Block 5 n'est pas encore effective et que pour l'instant, ils sont toujours cloués au sol et que, comme l'indique la diapo qui figure ici, seuls 3 drones sont opérationnels. Ensuite, la livraison du patroleur au 61e régiment d'artillerie semble décalée, vous l'avez dit à l'Assemblée nationale, à 2022. Alors ma première question, c'est comment est-ce que vous comptez combler le retard de la France dans le domaine des drones, puisqu'on a quand même quelques petits sujets. Autre sujet important concernant les drones, ce sont les événements du Haut-Karabakh qui ont vu l'utilisation de drones suicides turcs et israéliens. À mi-chemin entre des missiles et des drones, l'Azerbaïdjan a su se constituer une petite flotte de drones capable d'effectuer presque les missions d'une aviation de combat, mais pour beaucoup moins cher et parfois pour des pertes humaines moins importantes. Jamais des drones n'ont autant détruit en une seule campagne. Ils se démocratisent et offrent à des adversaires ayant peu de moyens la possibilité de se mettre au niveau. Depuis les événements du Haut-Karabakh, les doctrines changent et les Britanniques notamment évoluent vers plus de drones moins chers. Alors comment est-ce que vous pensez pouvoir adapter nos systèmes de défense sol-air à cette nouvelle menace et comment faire face à cette évolution que je pourrais presque parfois qualifier de low cost? Enfin, dernière question si le Président me permet. Madame la Ministre, sur un sujet sensible en ce moment et qui me semble important d'aborder, loin évidemment de toute polémique, c'est évidemment nos pertes de militaires sur Barkhane sont souvent liées à des IED auxquels sont confrontés nos VBL. Or, d'après des informations dont je dispose, nos VBL MK1, et je ne parle pas des Ultima, doivent recevoir de nouveaux kits de blindage contre les mines et les IED. Or, à ce jour, aucun n'a encore été équipé, mais les commandes semblent dater de 2016. Les kits semblent disponibles, mais l'industriel semble beaucoup tarder, ou en tout cas a pris beaucoup de retard. Je souhaite vraiment qu'on différencie les MK1 et les Ultima. Les MK1 sont ceux qu'on utilise au Mali, les Ultima sont ceux que nous devrions percevoir dans quelques temps. Évidemment, personne ne peut dire si avec de tels kits de blindage, nos VBL auraient résisté, mais ne rien faire, ce serait évidemment pire que tout. On ne peut que regretter le retard donc, pris par les industriels si mes informations sont justes. Et tous les programmes prennent du retard, mais tous n'ont potentiellement pas les mêmes conséquences. Voilà, c'est les questions que je voulais vous poser. Merci beaucoup. Merci. C'est une question importante qui rejoint celle que j'avais posée sur la sécurité de nos hommes, notamment pendant les temps de transport où la plupart des accidents sont intervenus. Olivier Cadic, qui est en séance. Oui. Ah oui. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je veux tout d'abord vous remercier pour la force et la hauteur de votre propos introductif. Le groupe Union Centriste s'associe à l'hommage que vous avez rendu à nos soldats tombés au combat. Je veux également commencer le propos par le fait que le groupe Union Centriste vous remercie sincèrement pour la décision courageuse de ne pas autoriser la prise de contrôle par l'américain Teledyne de la société Photonis, fleuron français de la vision nocturne. Je
voudrais également vous sensibiliser sur la suppression envisagée à l'été par le ministère de l'Intérieur du poste d'expert fraude et immigration à Douala. Ce serait un point d'affaiblissement majeur car le port de Douala dispose d'une importance stratégique en matière de logistique pour approvisionner nos forces armées au Sahel, comme j'ai pu le constater en décembre dernier à Faya-Largeau. Puisqu'il s'agit d'une décision interministérielle, je relaye l'inquiétude émanant de notre poste diplomatique au Cameroun pour que vous puissiez alerter le ministre de l'Intérieur sur les effets potentiellement négatifs de ce choix. Lors de ma visite de la zone de commandement Barkhane à N'Djamena le mois dernier, j'ai eu l'opportunité de saluer nos forces pour leurs remarquables résultats obtenus face au terrorisme en 2020 et rendu hommage à leur sacrifice et leur dévouement quotidien. Nos militaires soulignent l'engagement collectif au Sahel, où la France n'est pas seule à agir. Grâce à l'impulsion donnée par le président de la République, le Sahel est aujourd'hui un laboratoire pour permettre à l'Union européenne de démontrer sa capacité à peser sur le rétablissement de la paix et de la sécurité. Aide aux populations, conseil, formation militaire, vous l'avez évoqué, engagement opérationnel. Qui sait que l'Allemagne, par exemple, compte près de 1000 hommes engagés dans la MINUSMA. La France est aussi engagée aux côtés des armées du G5 Sahel. Leur connaissance du terrain et des populations locales est fondamentale pour rétablir la paix dans la région, apaiser les séparatismes et chasser le terrorisme. Mes interrogations sont simples. 8 ans après le début de l'opération Barkhane, quel regard portez-vous sur le niveau d'implication des forces armées des pays du G5 Sahel? Quels sont les progrès concrets que vous avez observés dans leurs engagements opérationnels? Je vous remercie. Merci. J'invite chaque intervenant à bien calibrer son propos de telle sorte que la longue liste d'intervenants puisse être évoquée et que la ministre ait le temps de répondre dans le temps qu'elle nous impartit. Madame Raymond Pavero, par visioconférence. Ah non, pardon, c'est Olivier Cigolotti. Non, je m'étais trompé. Non. Olivier Cigolotti, puis après Isabelle qui prépare son matériel. Merci, Président. Merci, Madame la Ministre, de votre présence parmi nous cet après-midi pour évoquer un sujet qui est important pour l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée. L'histoire de ces dernières décennies, Madame la Ministre, nous démontre qu'il est difficile pour des forces conventionnelles, pour des forces occidentales, de remporter des victoires importantes dans des conflits asymétriques. Les exemples sont nombreux, qu'il s'agisse du Vietnam, de l'Indochine, de l'Afghanistan, que vous avez cité dans votre propos introductif. Au Sahel, le conflit originel s'est transformé en une pluralité parfois de conflits interethniques et parfois localisés. Difficile effectivement, comme vous l'avez dit et comme l'a évoqué notre Président, de gagner la guerre lorsque l'État est perçu souvent comme prédateur et non pas comme protecteur. Nos forces, et nous tenons à le rappeler avec force et conviction, font un travail remarquable et remportent de nombreuses victoires, parfois au prix du sacrifice suprême, malheureusement, face à une certaine forme de lâcheté des groupes armés terroristes qui utilisent de plus en plus régulièrement des IED. Alors ma question est très directe, Madame la Ministre, mais lorsque l'on connaît l'intérêt de la Turquie pour cette zone du monde, n'y a-t-il pas un lien entre l'intensification d'utilisation des IED et l'arrivée, notamment dans le sud libyen, de mercenaires syriens à la solde de la Turquie? Voilà, merci. Merci Olivier. Alors, Isabelle Raymond-Pavero. Ministre et Monsieur le Président, je me joins bien entendu à l'hommage qui est rendu à nos soldats morts pour la France, mais surtout à nos soldats également de la force Barkhane, qui ont, il faut le dire, une parfaite maîtrise qui leur permet d'accomplir des missions qui sont délicates, de grande intensité, contre des cibles de haute valeur en milieu extrême, avec des résultats. Mais aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une crise sanitaire économique inédite et qui crée des rapports de force entre les différents États dans de nouveaux espaces et qui affaiblissent également certains pays avec des inégalités, des peurs qui sont alimentées et qui font le berceau de changements souvent avec des réactions d'une extrême violence. Nous sommes aujourd'hui
face à des choix qui sont stratégiques et nous ne pouvons pas laisser le champ libre aux groupes armés terroristes. D'ailleurs, le président l'avait dit il y a un an, les résultats qui sont obtenus par nos forces, conjugués à l'intervention plus importante de nos partenaires européens, vont nous permettre de pouvoir ajuster nos efforts. Ne croyez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il est aujourd'hui impératif, nécessaire de se donner les moyens de communiquer, d'insister davantage sur les progrès, malgré les pertes, permis par cette force et faire percevoir davantage à l'opinion les enjeux de notre intervention militaire au Sahel face aux différentes interrogations de la population. Merci. Merci Isabelle. Alors, Richard Yung. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nos résultats militaires sont finalement meilleurs que ce que l'on dit. Et on a porté des coups rudes aux différentes formations. Et en particulier à un nombre important de chefs de différentes katibas et de différents mouvements ont été tués. Mais on le sait, en fait, nous combattons une forme de guérilla. Ce n'est pas une guerre traditionnelle, classique. Vous avez un groupe de 7 ou 8 personnes qui se promènent avec des ânes. C'est en fait une katiba qui est déguisée. Et nous devons faire face à cela. Donc la victoire militaire est difficile, d'autant que les mouvements que nous combattons sont multiples. À côté des deux grands que vous avez cités, le GSIM et l'État islamique, il y a une foule de mouvements petits, moyens, qui ont tous des objectifs différents. Il y a ceux qui veulent établir le califat, il y a ceux qui veulent l'indépendance de l'Azawad, il y a ceux qui veulent créer leur propre zone d'activité, etc. etc. C'est donc difficile de trouver une voie, d'autant que pendant les 8 années, je crois, où il a été au pouvoir, IBK, que nous avons soutenu, n'a rien fait politiquement, il faut bien le dire. Les accords d'Alger sont restés quasiment lettre morte et les gens du nord du Mali ont raison de protester contre le fait que rien n'a été fait pour eux. Alors voilà, on a une situation militaire que je viens de décrire, on a une situation politique qui est bloquée et pourtant on sait qu'à un moment donné, on devra discuter avec la partie adverse. Négocier, je ne sais pas, mais discuter. Il n'y a pas de conflit qui ne se résolve pas à travers une discussion. Donc, ma question, Madame la Ministre, c'est quelles sont vos réflexions en la matière? Merci Richard. Je vais prendre deux derniers intervenants pour cette première salve. Hélène Conway, puis Yannick Vaugrenard. Hélène. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je m'associe bien sûr au nom de... personnellement et au nom de mon groupe, à l'hommage appuyé que vous avez rendu au sang versé par nos soldats. Bon, aujourd'hui, l'opération Barkhane n'est pas une opération de défense ou de protection de territoire, mais de l'affaiblissement d'un ennemi que vous avez nommé très clairement. Dans une opération dans laquelle nous rencontrons certains succès, encourageants depuis quelque temps, notre collègue Richard Yung vient de rappeler. Et donc, le moment n'est peut-être pas forcément opportun de parler de désengagement qui pourrait finalement redonner espoir à notre ennemi, à un moment où nous pourrions être en position de force. En même temps, il est naturel qu'après 8 ans d'engagement croissant, avec un coût très important, nous ayons un débat, une réflexion ici aujourd'hui et le 9 février dans l'hémicycle. Alors moi, j'aimerais vous questionner sur les équipements et nous dire que peut-être nous pourrions être présents, mais présents différemment. C'est peut-être ce que le président de la République a souhaité annoncer hier dans les vœux qu'il a présentés aux armées, puisqu'il a dit que l'effort de Barkhane allait être ajusté. Alors, je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous donner quelques indications, savoir comment cela va se traduire dans les faits, et aussi pourquoi maintenant.
Donc Cédric Perrin a soulevé la question essentielle du blindage et de la sécurité de nos VBL, l'utilisation des drones aussi, notamment drones tactiques, patroleurs. Moi, je voudrais simplement vous questionner sur nos moyens de renseignement. Est-ce que ceux-ci vont être augmentés, renforcés? Nos moyens de liaison et aussi de détection des IED par imagerie radar, qui fait l'objet d'une étude depuis déjà quelques années. Et enfin, nous avons 2 avions légers de surveillance et de reconnaissance qui ont été livrés à Évreux en août et en décembre 2020. Donc j'aimerais savoir si et quand ils seront déployés et quand seront-ils opérationnels sur le théâtre sahélien. Je vous remercie. Merci Hélène. Yannick Vaugrenard pour terminer cette première série. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre de ces compléments d'information que vous nous avez apportés cet après-midi. Je pense que peu d'entre nous se seraient imaginé, voici 8 ans, que nous serions encore présents peut-être au Sahel aujourd'hui et avec 57 tués qui sont morts pour que nous puissions continuer de vivre le plus librement possible. Ça a été rappelé par Hélène tout de suite. Le président de la République, hier, à l'occasion des vœux aux armées à Brest, a utilisé le terme le fait que les efforts militaires de la France dans la région allaient être ajustés. La question qu'à ce moment-là que nous pouvons nous poser, c'est sous quelles conditions ou est-ce que c'est quoi qu'il en coûte? Deuxième questionnement, c'est par rapport à ce qu'a dit voici quelque temps le général Lecointre, qui nécessite, je crois, de la part de la France et peut-être de vous-même une explication. Le général Lecointre disait la chose suivante. Il y a effectivement un positionnement de principe de la France qui considère qu'on ne négocie pas avec des terroristes, mais il faudra bien trouver une solution politique, ce que chacun conçoit depuis le début de ce conflit. Pour moi, ce n'est pas une question morale. On ne pourra pas faire la paix au Mali sans une vaste réconciliation, bien sûr. Là où je suis interrogatif, c'est qu'il rajoute qu'il dépasse les critères occidentaux. Donc ça a été rappelé tout à l'heure, il faut tout faire pour que les djihadistes ne reprennent pas le pouvoir. Quelles sont une forme de réconciliation qui dépasserait les critères occidentaux? Est-ce que vous pouvez me répondre, Madame la Ministre? Voilà, Madame la Ministre, des questions assez précises auxquelles je vous propose de répondre, si vous le voulez bien. Vous pouvez faire les réponses globales, regroupées, enfin, comme vous le souhaitez. Bien. Pour commencer, peut-être un point de méthode, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Dans la mesure où, vous l'avez noté, il y a un rendez-vous très important avec le sommet de N'Djamena. Et je pense que ce n'est pas du tout faire injure au Parlement que de dire que ces questions doivent d'abord être partagées avec les pays concernés. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est à leur demande que nous sommes présents. Donc c'est aussi au terme d'un échange. Certes, la discussion est permanente, mais je crois qu'à 1 an après le sommet de Pau, c'est une discussion d'une nature très formelle et importante qui aura lieu. Et donc, je ne pourrais, je préfère vous le dire d'emblée, vous donner des détails sur des ajustements qui ont vocation à faire l'objet de discussions avec tout d'abord nos partenaires sahéliens et bien sûr nos partenaires européens. Donc ce n'est pas mauvaise volonté de ma part. Je suis évidemment à votre disposition dès que ce sommet aura eu lieu pour que nous rééchangions, et je crois que la date de notre débat permettra de le faire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en situation de partager avec vous ce qui, de notre côté, ne peut relever que de réflexions qui doivent faire l'objet d'un échange avec nos partenaires sahéliens et européens. Cela étant dit, je vais quand même m'efforcer de répondre au reste. Alors,
tout d'abord, il me semble avoir couvert un certain nombre de vos questions, Monsieur le Président, dans le cadre de mon intervention liminaire. Il y a aussi un certain nombre de considérations que vous avez évoquées et qu'on ne peut que pleinement partager, en particulier la difficulté à laquelle nous avons tous été confrontés de ne pas pouvoir nous appuyer sur un accord d'Alger mis en œuvre pendant toutes ces années, la nécessité de pouvoir s'appuyer sur une véritable volonté politique pour pouvoir avancer, à défaut de quoi nos avancées sur le plan militaire n'ont pas l'efficacité que celle-ci pourrait avoir. J'ai aussi entendu de votre part le regret que, et cela remonte à des temps plus anciens, certains territoires, notamment dans la partie nord du Mali, finalement, ont rarement eu des contacts avec l'État malien. Et donc, c'est un problème, si je puis dire, historique et structurel qui s'ajoute à une difficulté qui est celle que nous connaissons, c'est-à-dire la propagation du terrorisme dans la région. Donc, sur tous ces éléments-là, je partage pleinement vos constats. Et donc, j'en viens aux questions que vous avez posées. Tout d'abord, sur la protection de nos forces. C'est évidemment une préoccupation absolument majeure, donc, qui prend plusieurs formes. Alors, vous l'avez dit, le fait que nous puissions disposer de drones désormais armés est un acquis, est un plus tout à fait considérable. Alors, je ne sais pas si nous sommes trop discrets, toujours est-il que du jour où le premier drone, c'était en décembre 2019, a été utilisé, cela a élargi, amplifié nos capacités en propre sur le terrain. C'est indéniable. Nous avons en effet de nouveaux drones qui sont arrivés sur le théâtre sahélien. Et tout est fait aujourd'hui pour que l'ensemble des certificats, validations, autorisations de vol puissent être donnés afin de pouvoir tirer pleinement parti de ces matériels. Sur le retard qui a été pris en matière de drones, c'est un retard européen, vous le savez tous. Ce retard a vocation à être comblé pour ce qui concerne les drones mâles par l'Eurodrone, mais en attendant, nous avons pris un certain nombre d'initiatives. En particulier, l'armée de terre sera livrée très prochainement de drones de petite taille qui vont nous aider à compléter, même si ça ne remplace pas évidemment un drone mâle, mais qui a vocation à compléter notre panoplie. Au-delà de ça, la question du blindage dans un contexte de multiplication des attaques par IED est évidemment, je n'ose pas dire reposée, parce qu'elle est posée sans cesse. Il y a eu ces derniers jours, compte tenu des événements tragiques auxquels nous avons été confrontés, une sorte de coup de projecteur qui a été donné sur ces attaques par engins explosifs improvisés. Mais je n'ai pas les planches avec moi. Mais si je vous montrais le nombre d'attaques qui ont été réalisées en 2019 et 2020 et qui ont touché d'abord les forces armées sahéliennes et les populations civiles, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur et c'est terrible à dire. Donc, ce sont des attaques quotidiennes. Ce sont des attaques quotidiennes et non discriminées. Néanmoins, c'est un sujet majeur pour la protection de nos soldats. Donc, il y a plusieurs initiatives qui doivent se conjuguer. La première, vous l'avez évoquée, c'est le fait de pouvoir renforcer
le blindage ou la protection des matériels qui sont actuellement disponibles au Sahel. Donc, s'agissant des VBL Mark I, des kits de blindage ont été commandés, pas en 2016, monsieur le sénateur, ou alors on ne parle pas des mêmes, ils ont été commandés en 2018. Ils sont en train d'être livrés. Pardon, je reprends. Ces kits, c'est bien ça, sont en train d'être livrés et par conséquent, les VBL Mark I ainsi renforcés seront acheminés sur le théâtre sahélien par voie aérienne au cours du premier semestre 2021. Nous faisons tout, vous l'avez compris, pour que ce soit le plus rapide possible. Et en particulier, le fait qu'on l'achemine par voie aérienne est fait pour gagner du temps par rapport à un acheminement par voie maritime. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, monsieur le sénateur Cadic, que j'ai bien pris note de ce qui a été dit sur Douala et j'en ferai évidemment part à mon collègue. C'était une parenthèse parce que effectivement tout ce qui transite par voie maritime peut être affecté par cette intention. Il y a d'autres décisions qui ont été prises pour améliorer la protection contre les IED. Il s'agit des VBL dits Ultima. Ce sont des VBL qui ont des structures également renforcées. Les premières livraisons sont attendues pour le début de l'année prochaine. On voit bien donc que ce n'est pas une solution, si je puis dire, à très court terme. Et donc, avec le chef d'état-major des armées, nous avons lancé une réflexion pour essayer de modifier également l'usage qui est fait des véhicules blindés légers, qui restent des véhicules, comme leur nom l'indique, blindés et légers. Donc, au-delà du renforcement des structures, il y a une réflexion à conduire rapide. Il ne s'agit pas d'une réflexion au long cours pour essayer d'apporter une meilleure protection à nos militaires. Je n'ai pas connaissance de ces éléments-là, donc plutôt que de vous dire des choses imprécises, je vais donc les vérifier. Il y a par ailleurs des travaux qui relèvent encore de l'innovation ou de la recherche et développement. Certains ont été cités. La détection par radar des modifications qui peuvent être apportées sur le terrain. Il y a d'autres réflexions qui sont en cours. Bref, nous voyons bien qu'il faut maintenant forcer le rythme parce que c'est une question qui est trop grave et que la multiplication de ces IUD est un signal qui aussi nous en dit long sur le message que diffusent ces organisations terroristes. Vous avez vu quelle est la communication dont ils ont accompagné les dernières attaques meurtrières. Ils l'ont revendiqué et c'est une invitation qui est faite à la France pour quitter le théâtre sahélien. Donc, comme nous n'allons pas nous faire dicter notre comportement par ces injonctions émises par des groupes terroristes, il nous faut mettre tous les atouts de notre côté et assurer la protection de la force. Donc, je pense que nous serons en mesure, dans le courant de l'année 2021, d'apporter des innovations à la manière de se protéger contre ces IED. Malheureusement, vous savez tous qu'il n'existe pas de remède absolu. Nous avons déjà, sur d'autres théâtres, en d'autres temps, subi ce genre d'attaque. Mais je peux vous dire, pour avoir visité avec peut-être sur certains d'entre vous à Satori il y a quelques jours le Battle Lab Terre, qu'il y a un certain nombre d'outils, d'innovation qui sont quasiment en situation d'être déployés sur le terrain. Il faut passer de l'innovation au déploiement, c'est toujours le défi auquel nous sommes confrontés. Autre question concernant... Attendez, je suis perdu.
relis. Vérifier que... Donc la menace IED, nous en avons parlé. Les VBL, nous en avons parlé. Alors peut-être dans le désordre, sur la nécessité de communiquer plus sur nos résultats au Sahel. Je partage complètement ce point de vue. Et d'ailleurs, je vous remercie puisque cette audition est pour moi l'opportunité de commencer de le faire. Nous sommes dans une situation paradoxale puisque 1 an après le sommet de Pau, on voit bien la situation sécuritaire s'est améliorée. Alors, il faut évidemment être toujours très prudent dans la manière dont on qualifie les choses, mais Madame la sénatrice, vous l'avez dit, il y a des éléments d'amélioration. La concentration de nos efforts dans la zone des 3 frontières a permis d'entamer assez significativement les capacités des groupes armés terroristes, en particulier celui qui était notre cible principale, c'est-à-dire l'État islamique au Grand Sahara. Par ailleurs, les forces armées locales, je l'ai dit, ont beaucoup progressé et j'en veux pour preuve que les opérations Bourrasque et Eclipse, qui est l'opération sur les forces armées locales. Et puis enfin, je l'ai dit tout à l'heure, nos partenaires européens sont de plus en plus nombreux à nous accompagner. Et pourtant, on a le sentiment que c'est le moment qui a été choisi pour dire qu'au fond, rien de tout cela ne marche. Les commentateurs font preuve d'un très grand scepticisme, présentent même le Mali comme étant notre Afghanistan. Alors moi, je ne veux pas commenter tel ou tel sondage, mais il me semble que les Français, dans leur ensemble, soutiennent nos militaires. Ils les soutiennent fortement. Et pour une raison, je crois, très simple, c'est qu'ils ont pleinement conscience que les militaires contribuent à les protéger. Donc, non, le Mali, ce n'est pas l'Afghanistan. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous ne sommes pas englués dans une guerre éternelle. Et à nouveau, je pense que le sommet de N'Djamena devrait être l'occasion de permettre de dresser ce bilan, de le faire de manière très publique et très officielle avec nos partenaires sahéliens et européens. Et je pense qu'avec vous tous, parlementaires, membres des commissions de la Défense, de l'Assemblée nationale, du Sénat, les commissions des affaires étrangères pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, c'est notre mission que de contribuer à faire connaître ces avancées, ces résultats.